Moi, je suis convaincue qu'il y a quelque chose de très grave qui est arrivé à ma sœur. Ma fille est partie prendre une marche puis elle n'est jamais revenue. Et c'est pas normal. L'ombre du doute, le mystère Marilyn. À écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le jeudi 11 juin. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission, bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous ce matin. Puis je voulais commencer par un petit mot peut-être plus personnel ce matin parce que hier, on a eu les résultats des codes d'écoute, de l'écoute donc radio. La semaine dernière, également dans différents marchés où Radio-Canada est présent et diffusé, il y a également eu des résultats. Puis honnêtement, je voulais vous dire merci d'être toujours un peu plus nombreux et nombreuses à nous suivre chaque matin. Évidemment, on pourrait trouver une façon d'être numéro 1 quelque part. Là. Je sais que tout le monde le fait un peu dans l'industrie. Mon but, c'est pas ça, mais c'est de vous dire merci parce qu'on essaie de vous donner dans cette émission ce que ça prend pour bien commencer la journée, faire un bilan des grands sujets de l'actualité. Puis on est content que ça trouve écho chez vous et que vous nous choisissiez comme ça. C'est flatteur. Merci de la confiance et puis on va continuer de travailler fort pour rencontrer vos exigences. Je sais qu'elles sont élevées. Alors, au nom de toute l'équipe, vraiment merci de nous choisir pour commencer vos journées. Allons-y tout de suite dans le vif du sujet avec l'équipe que je remercie, qui est extraordinaire, que je suis toujours content de retrouver matin après matin. Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on va se parler de soccer avec vous, Julie-Jasmine. Pas tant pour parler du plan sportif, mais du plan, évidemment, du volet culturel, parce qu'il y a une série de spectacles d'ouverture qui s'ouvrent en ce moment. Oui, c'est ça. En fait, hier, il y avait le fameux concert qui était à imaginer en simultané dans 3 villes. Je vais vous faire entendre des petits extraits. Puis là, après ça, comment ça s'organise logistiquement, parce qu'il y aura des spectacles, mais avant, donc ce qu'on appelle les cérémonies d'ouverture, mais avant les matchs. Alors voilà, donc c'est pas simple, mais ça sera très intéressant à suivre, certainement. Parfait, donc on va faire le tour de qui joue où, quand, comment on peut regarder ça, etc. Sur quelle chaîne? Sur quelle chaîne, un peu plus tard. Prévision de la météo tout de suite avec Véronique Méran. C'est humide. Oh là là, que c'est humide. Vous savez, cette impression, quand vous allez dans le sud, vous sortez de l'avion, ils ouvrent la porte. C'est comme un mur. Ouais. Le mur vous frappe. Alors, c'est un peu l'effet qu'on a, surtout sur le sud-centre du Québec, je dirais, parce que si vous êtes plus au nord, évidemment, il y a de la chaleur, mais il y a un petit peu moins d'humidité de ce côté-là. Mais sinon, 22 degrés à Montréal à cette heure-ci, avec un indice humidex qui nous amène près de la barre des 30. Donc, matin tropical, journée qui sera un peu à l'image de celle d'hier, c'est-à-dire assez nuageuse, quelques éclaircies de temps en temps, mais disons que les nuages dominent et la probabilité d'averse, le risque d'orage, 40 %. Donc, tôt ce matin, il pourrait y avoir de petites taches. Il y en a d'ailleurs par endroits. Et en après-midi, reformation de quelques cellules orageuses possibles. Les températures de l'ordre de 27-30 degrés, indice humidex 37-39. On reste vraiment dans le temps collant. La nuit prochaine, les minimums vont demeurer au-dessus de 20 là, pour la plupart des secteurs sur les régions plus au sud, de l'Outaouais jusqu'au Mont-Tremblant, en passant par Montréal, en allant jusqu'à Québec. C'est du 20-21 degrés la nuit prochaine. Demain, vendredi, même scénario, généralement nuageux, quelques éclaircies. Et là, il y aura passage d'un front en après-midi tard, fin de journée, début de soirée, qui va engendrer quelques averses, quelques orages. La probabilité est un petit peu plus élevée. On part de 60 % demain. La trentaine de degrés, indice humidex 37, 39. Et là, tranquillement, on changera de masse d'air au cours de la fin de semaine. Je dis tranquillement parce que samedi, qui sera la plus belle des 2 journées, donnera quand même des températures d'été pour les régions plus au sud. Là, c'est du 26, 28 degrés au thermomètre, pas mal de soleil. C'est dimanche qu'on perdra quelques degrés avec un ciel plus nuageux et quelques petites averses dans la journée. D'ici là, généralement couvert, oui, mais très chaud et très humide du côté de l'Abitibi. Même chose, 29, l'humidex est à 37, 31 du côté du Saguenay. Je disais tant moins humide de ce côté. Humidex 34, donc de la chaleur un peu plus sèche. Un soleil un petit peu plus présent aussi vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, beau temps. Les températures oscilleront entre 21 et 23 degrés de ce côté. Plus agréable, selon moi, mais ça dépend des points de vue. En territoire ontarien, c'est la grosse chaleur et l'humidité aussi. Les températures près de la trentaine, l'indice humidex qui est tout près de 40. Le ciel est assez nuageux. Probabilité d'averse d'orage, 40-60 %. Vancouver, une vingtaine de degrés sous le soleil. On amorce une belle séquence de beau temps de ce côté. Et dans les prairies, c'est plus nuageux. Les probabilités d'averse, les risques d'orage sont toujours présents, de l'ordre de 60 %. Les températures, c'est du 15 à 19 dans les prairies. On ne peut pas dire que c'est très chaud, mais c'est quand même très actif. Et
on a eu confirmation d'une tornade du côté de la Saskatchewan, une EF3. Quand même. En termes de force, 245 km à l'heure les vents. Ça a eu lieu le mardi dernier, 9 juin. Une première en 6 ans au Canada pour une tornade de cette intensité-là. Est-ce qu'on connaît le trajet Est-ce que c'était dans des zones habitées? C'était dans des zones habitées. Il y a eu des dommages considérables sur une ferme, OK. mais en termes Pas densément peuplé. de dommages et Ouais. tout, il n'y a pas de perte de vie. C'est simplement matériel. Donc, même. rural, oui, comme Ouais. secteur, mais dommages importants dans des endroits Évidemment, qui là étaient où c'est habités, passé. effectivement. Merci Oui. beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. No timeouts left. They have to get it in. Harper lobs it inside. Castle hasn't lost it. That's it. It's over. The greatest comeback in NBA playoff history. The Knicks pull off the miracle comeback. Oh, donc, Miracle Comeback, une remontée spectaculaire, historique, miraculeuse, finale de la NBA. Les Knicks de New York l'ont emporté finalement sur les Spurs de San Antonio hier. On parle d'un miracle. Pourquoi? Parce que dans le match d'hier, les Knicks de New York ont connu une première mi-temps horrible face aux Spurs de San Antonio. Ils ont retraité au vestiaire avec un retard de 27 points. C'était 76-49, les Spurs au Madison Square Garden à New York après les 2 premiers quarts. La foule était calme, silencieuse, un peu assommée. Les visages étaient longs. Et puis, les Knicks avaient quelque chose dans leur poche qui s'appelait une remontada. 29 points de retard. Ils ont comblé ça hier pour aller chercher la victoire 107-106 dans les dernières secondes du match. OJ Anunoby, l'ancien des Raptors de Toronto, y est allé d'un bloc en toute fin de rencontre, puis d'un rebond offensif pour aller marquer le panier gagnant. Et comme ça, les Knicks de New York ont non seulement remporté un match historique parce que jamais on avait fait mieux qu'une remontée de 24 points. Hier, c'était 29 le retard des Knicks avant d'aller chercher cette victoire. Et là, les Knicks prennent les devants dans cette série 3-1. Ils ont asséné tout un coup aux Spurs de San Antonio hier au Madison Square Garden. Parmi les héros du match, il faut parler justement de OJ Anunoby qui a terminé avec un total de 33 points. Il y a aussi Jalen Brunson qui a réveillé tout ça en deuxième mi-temps. Il termine la soirée avec 36 points et ça a fait effort au Madison Square Garden. On n'y croyait pas, puis à la toute fin, là, c'était un party comme New York est capable d'en offrir. Et c'était toute une soirée historique. La dernière fois qu'on avait vu ça, en fait, le précédent record, c'était un retard de 24 points. C'était en 2008. Les Celtics de Boston avaient réussi cette remontée pour battre les Lakers de Los Angeles. Donc hier, on a pris la page dans le livre des records, on l'a déchiré, on a mis ça au recyclage et on a ajouté le record maintenant des Knicks de New York. Le prochain match, ce sera samedi. On retourne à San Antonio. Et on va avoir besoin, je pense, de la foule pour se réveiller un peu de ce jab qu'on vient de recevoir hier soir. Tout un match. Écoutez, moi, j'ai fermé la télévision. Il y avait 27 points de retard. Et puis, j'aurais dû rester là jusqu'à la toute fin, peut-être. En même temps, vous seriez plus fatigué. Vous avez bien raison. Bon, il fallait faire dodo. Ouais, la Coupe du Monde, c'est de soccer, évidemment. Ça commence officiellement cet après-midi au Mexique là, avec les premiers matchs. Exactement. On a eu droit hier à Bryan Adams et Oui, Wyclef monsieur. Jean. J'ai hâte de vous entendre un peu plus tard, Julie Jasmine, sur ce que vous en avez pensé. Mais effectivement, ça débute aujourd'hui, cette Coupe du Monde XL, avec maintenant 48 équipes, contrairement à 32 lors de la dernière édition. Effectivement, les premiers matchs se joueront aujourd'hui, donc le tout premier au Mexique. En fait, c'est Mexique-Afrique du Sud pour ce premier duel. Je rappelle aux gens que le premier duel du Canada, ce sera demain à Toronto contre la Bosnie-Herzégovine, match qui aura lieu à 15h. C'est ce qui va certainement ponctuer l'actualité sportive au cours des prochains mois. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. L'aspect sportif, l'aspect politique aussi qui risque de s'inviter avec ces visas là, qui n'ont pas été accordés, entre autres, à un arbitre somalien. Il y a aussi l'équipe iranienne qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt. Et donc, ça débute aujourd'hui avec le soccer. Enfin, le ballon sera mis sur le terrain, sur la pelouse. Peut-être une petite baisse de production à partir de 15h demain pour celles et ceux qui vont vouloir suivre le match. Merci, Olivier. Salut, bonne journée. Au revoir. À l'une des différents quotidiens ce matin, on va commencer par le Journal de Montréal et le Journal de Québec qui titre « Gérer tout croche ». C'est en lien évidemment avec le rapport de la vérificatrice générale présenté hier sur la filière batterie. Que retenir de l'échec de la filière batterie? Grosso modo, que la vérificatrice générale conclut que Québec n'a pas fait de suivi adéquat. Le journal reprend l'expression du premier ministre François Legault qui avait parlé de l'importance de la moyenne au bâton pour ce qui est des investissements économiques peut-être plus à risque pour le gouvernement du Québec.
Donc, la moyenne au bâton du trio Legault-Fitzgibbon-Fréchette dans la filière batterie témoigne d'un échec. Le gouvernement de la CAQ a injecté des milliards en subventions par décret, sans analyse suffisante ni suivi adéquat des risques. C'est ce que conclut la nouvelle vérificatrice générale du Québec, Christine Roy. Les 3/4 des projets sont en difficulté et Québec a perdu des centaines de millions de dollars dans son aventure portée par l'espoir de devenir la batterie verte de l'Amérique du Nord. Donc, je vous le disais, 1,9 milliard accordés par décret. Aucun mécanisme de contrôle, plusieurs centaines de millions de dollars à risque. On revient donc en détail sur ce rapport de la vérificatrice générale en une du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Je fais un lien avec l'article de Thomas Girbet, mon collègue, sur le site de Radio-Canada ce matin, parce que Christine Fréchette et l'UPAC sont à la chasse aux sources. C'est ce qu'écrit Thomas ce matin. C'est un fonctionnaire qui a été congédié pour avoir dénoncé justement les risques financiers dans la filière batterie qui témoigne aujourd'hui à visage découvert. Le ministère de l'Économie qui a congédié un fonctionnaire la semaine dernière parce qu'il avait partagé des informations, notamment avec Radio-Canada, au sujet d'investissements risqués d'argent public dans les projets comme Nordvolt ou encore Nemaska Lithium. Le fonctionnaire qui avait aussi dénoncé auprès de la vérificatrice générale du Québec certaines participations du gouvernement dans la filière batterie. Cet homme-là, donc, qui s'appelle Olivier Smith-Lauzon, a perdu son emploi, témoigne à visage découvert. C'est rare et donc explique pourquoi il a agi de la sorte par intérêt public, dit-il. Il en a perdu son emploi. Vous avez tous les détails dans l'article de Thomas de ce matin. En une du Devoir, le PEC renaît de ses cendres. Le programme de l'expérience québécoise dont on a tant parlé est réactivé. Donc, c'est ce qu'a annoncé hier Québec. C'était une annonce qui était très attendue. À partir du 2 juillet, il y a un objectif de sélectionner autour de 14 500 nouveaux arrivants annuellement par cette voie d'accès par le PEC. Le 2 juillet, donc à 8h30, le PEC sera réactivé pour une période de 2 ans. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Immigration, François Bonnardel, à Québec. Il a dit « Des parcours de vie ont été bousculés. Nous avons voulu en tenir compte. » Donc, les détails dans le Devoir de ce matin. En une du Globe and Mail, on parle de Mark Carney, le premier ministre canadien, et les premiers ministres des provinces qui, apprend-on, ont tenu une réunion virtuelle hier, au cours de laquelle il y a eu des discussions qui ont porté sur la stratégie de négociation du Canada avec les États-Unis. C'était après cette déclaration de Donald Trump qui cherchait à ne pas renouveler l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Il a dit qu'il n'a besoin de rien en provenance du Canada et du Mexique. Selon les sources du Globe and Mail, le premier ministre canadien et ses homologues des provinces ont parlé des prochaines étapes entourant la négociation justement de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Semble que M. Carney a dit que son gouvernement s'engageait à protéger les travailleurs et les entreprises du Canada et à offrir une prévisibilité aux investisseurs. C'est ce qu'a dit en tout cas son bureau au Globe and Mail. Vous avez les détails ce matin dans ce quotidien. Puis je termine avec la presse. Des millions de vues pour de faux crimes. Ce sont des vidéos qui sont diffusées sur Facebook et qui semblent être générées par l'intelligence artificielle. C'est un compte plutôt qui voit sa popularité être grandissante. On diffuse des vidéos de scènes de crimes prétendument survenues au Québec, mais tout ça semble généré par l'intelligence artificielle, nous dit la presse. Il y a les policiers qui s'inquiètent évidemment des hyper-trucages et des conséquences que ça peut avoir sur leur travail. Évidemment, quelqu'un pourrait appeler les policiers pour s'en plaindre et déclencher une enquête inutile puisque l'événement en question n'a jamais eu lieu. La page compte quand même 50 000 abonnés. On dit que dans le bas de la page, il y a une mention comme quoi ce sont des vidéos qui sont faites pour divertir, créées avec l'intelligence artificielle. Sauf que les gens ne se rendent pas là souvent et partagent le contenu de façon importante. Plusieurs ont commenté aussi les vidéos. Bref, vous avez les détails de tout ça dans la presse de ce matin. On en parlait depuis quelques jours dans les médias. Il y avait eu d'abord une fuite dans le Globe and Mail au début de la semaine. Ça a été confirmé hier à Ottawa. Le gouvernement fédéral qui veut interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. C'est ce que prévoit, entre autres, un nouveau projet de loi qui a été déposé hier. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. Donc oui, le gouvernement à Ottawa veut rendre les réseaux sociaux plus sécuritaires. Oui, le gouvernement fédéral, dans le fond, qui veut protéger les jeunes qui, on le sait, Mathieu, passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou encore sur YouTube. Et le gouvernement veut s'assurer, Mathieu, que quand les jeunes vont sur ces plateformes-là, ben c'est sécuritaire pour eux, qu'il n'y a pas de danger. On écoute le ministre Mark Miller. C'est lui qui a déposé le projet de loi hier.
Comment mieux protéger nos enfants des dangers en ligne? Comme société, nous devons agir. Comme parents, médecins, familles, gouvernements, nous avons tous la responsabilité de protéger nos enfants. Mais devons être honnêtes, le Canada est en retard. Alors donc, le ministre Miller qui a déposé ce projet de loi, Mathieu, c'est le projet de loi C-34. C'est pour interdire, interdire l'accès aux jeunes de moins de 16 ans, donc aux différents réseaux sociaux, pour forcer aussi les plateformes à vérifier l'âge des utilisateurs. Là, c'est vraiment ça le nerf de la guerre ici. Mais les plateformes il pourrait y avoir une exemption si les plateformes mettent en place des mesures adéquates pour garantir la sécurité des enfants, garantir la sécurité également des adolescents. On écoute quelques réactions qui ont été recueillies par un collègue tout près d'une école à Ottawa. Et comme vous allez l'entendre, là, ça ne fait pas du tout l'unanimité, effectivement, auprès des jeunes. Je crois que ça prend une grosse partie de la vie sociale des adolescents. C'est un peu injuste parce que je crois que j'ai quand même le droit d'utiliser mes médias sociaux. Moi, je suis pour avec cette idée. Je crois que c'est une très bonne idée. Je pense que c'est comme une décision un peu radicale. Bien, tout ça, ça va être encadré par une nouvelle commission. C'est une commission de la sécurité numérique. Et avec cette décision, avec ce projet de loi, Mathieu, le gouvernement fédéral, le Canada, dans le fond, emboîte le pas à l'Australie qui interdit là, depuis 2025 donc l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs, les jeunes de moins de 16 ans. Là. Il y a quand même bien des questions qui se posent sur la faisabilité. Il y en a qui ont des doutes aussi sur l'efficacité de la mesure. Oui, parce que justement, en Australie, où c'est interdit depuis le mois de décembre seulement, ça fait seulement 6 mois, Mathieu, l'expérience jusqu'à présent, c'est loin d'être concluant parce qu'il y aurait, semble-t-il, selon les chercheurs, il y aurait une majorité des jeunes qui arrivent à contourner l'interdiction. Je dirais sans grande surprise. Oui, mais quand même, en allant sur d'autres types d'applications comme WhatsApp, par exemple. Il y a également des jeunes qui falsifient leur âge. On écoute Nina Douquet, qui est professeure, mais qui est également, elle, une spécialiste des pratiques numériques à l'Université du Québec à Montréal et qui, elle, n'est pas du tout d'accord avec ce projet de loi, donc, qui est d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Si on regarde la science, les données, les recherches qui ont été faites sur les jeunes et sur les politiques d'interdiction, on voit premièrement que ça ne fonctionne pas comme solution. L'Australie, déjà, ils sont à peu 6 mois, je pense, déjà dans leur projet et les données qui ressortent, on est déjà à plus de 70% des jeunes qui n'ont pas arrêté d'utiliser les réseaux sociaux. Oui, c'est intéressant. 70% donc des jeunes en Australie qui continuent encore aujourd'hui là, donc, d'utiliser les réseaux sociaux malgré cette interdiction-là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Bonne journée. Julie-Jasmine Boudreau est de retour en studio. Oui, on vous parlait hier à cette heure-ci de la mise en examen de Patrick Bruel. Donc, les accusations ont été, si vous voulez, formellement déposées. Là, il est sous contrôle judiciaire, mais quand même remis en liberté en attendant la suite des choses. C'est ça, la justice l'a relâché, mais Patrick Bruel n'est pas au bout de ses peines. Alors, je vous disais hier que le parquet de Nanterre, vous savez, le ministère de la Justice avait demandé sa détention provisoire. Bien, finalement, un peu avant minuit, heure locale, il y a un juge qui a tranché. Donc, pas d'incarcération, mais sous contrôle judiciaire. Et les conditions sont les suivantes, Mathieu. Donc, interdiction de quitter le territoire français, d'entrer en contact avec les victimes et leurs familles ou de se rendre à leur domicile, de fréquenter un salon de massage, donc l'interdiction, bien sûr, et doit payer une caution de 500 000 €. Donc, plus tôt dans la soirée, il a été interrogé pendant 3 heures par des juges d'instruction. Merci, voilà. Et au terme de l'audition, bien évidemment, les chefs que vous avez mentionnés ont été retenus contre lui dans 4 affaires. Pour 4 autres dossiers, donc, il est placé sous un statut de témoin assisté. Donc, c'est un statut qui est un peu plus favorable, c'est ce qu'on comprend. Je vais vous faire entendre l'avocate de Patrick Bruel, Fanny Collin. L'instruction débute, les investigations également. Et M. Patrick Bruel participera naturellement à tous les actes de l'enquête et se tient à la disposition des autorités judiciaires. Alors voilà, c'est le déclenchement officiel de cette enquête approfondie. Hier, concert d'ouverture donc de la FIFA pour ce tournoi, cette Coupe du monde de soccer. Et c'était en même temps à Mexico, à Los Angeles et à Toronto.
Je crois bien reconnaître Andrea Bocelli. Et vous avez l'oreille. Oui, c'est pas si difficile que ça quand même. Alors, c'est lui qui a ouvert le bal, Andrea Bocelli, depuis Mexico, mais après ça, on se relançait la balle de ville en ville. Ou le ballon, peut-être. Ouais. En tout cas. Bon, ça, on va le kicker facile. un peu plus tard. Alors oui, et avec des animatrices là, qui faisaient le pont dans chaque ville. D'ailleurs, à Toronto, on a vu The Beaches, la fierté torontoise. Elles étaient hyper bonnes. Également, Wyclef Jean avec un chanteur d'ici, de Brampton, qui s'appelle Aïe. D'ailleurs, il avait une petite larme sur le bord de sa joue, donc on peut comprendre qu'avec Wyclef Jean, de performer comme ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment touché. Et il y a eu Bryan Adams, Tout feu, tout flamme. Those were the best days of my life. Summer of 69, et clairement, la foule connaissait les paroles. Absolument, chanter à l'unisson. La cérémonie officielle, je devrais dire les cérémonies officielles commencent aujourd'hui. La première est à Mexico à 13h30. Vous pouvez suivre ça sur Crave ou RDS. Shakira va faire son tube Die Die pour les intéressés. Demain, c'est à Toronto. C'est à 13h30. Alanis Morissette va chanter l'hymne national. Et il y aura d'autres artistes, dont Michael Bublé. Et on a appris que le maître d'œuvre de la chorégraphie d'ouverture, en fait, du spectacle, c'est le Québécois Alex Francoeur. Donc, vous avez peut-être vu, en tout cas, moi, je me souviens très bien de lui à Révolution en 2019. Il avait marqué les esprits. Et demain soir à Los Angeles, c'est Katy Perry, donc qui fera partie des spectacles pour les États-Unis. Le spectacle de la Fête nationale à Québec commence à prendre forme. Oui, absolument. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an passé, la Fête nationale sur les plaines avait été littéralement annulée. À cause des orages. Exactement. Et donc, il y avait des mines basses et des gens déçus. On a repris le téléphone, on a dit à certains d'entre eux, revenez ça donc. vous tente-tu de revenir? Alors, les conviés cette année, Claude Dubois, reconviés, je vais dire. Claude Dubois, Marie-Denise Pelletier, Gab Bouchard. À ceux-ci s'ajoutent Lou-Adriane Cassidy, Marie-Mé. Il y a Mia Tiner aussi, qui est la grande gagnante de Star Academy l'an passé, à peine 17 ans. Imaginez quand même, Mathieu. Et là, ça vous donne à peine 12 jours pour apprendre peut-être Bébé, j'ajoute la toune, parce qu'on sait que c'est une des chansons qui sera jouée. Parfait. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Je vous en prie. Bonne journée. Marie-Michel Bordua, fait son entrée en studio. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. À peine le temps de mettre ses écouteurs. Au Moyen-Orient, la diplomatie iranienne juge que le cessez-le-feu entre Téhéran et Washington n'a quasiment plus de sens. Oui, ça au moment où la reprise des hostilités, en fait, elle s'intensifie. Une autre nuit de bombardement, les États-Unis qui ont mené de nouvelles frappes contre l'Iran, qui de son côté a annoncé des ripostes contre des bases militaires au Koweït et à Bahreïn, a promis aussi de cibler tous les navires qui s'aventureraient dans le détroit d'Ormuz. À suivre effectivement aujourd'hui. Le premier ministre Mark Carney, lui, entame un voyage d'une semaine en Europe. Oui, va effectuer d'abord des rencontres bilatérales en France et en Irlande avant de prendre part la semaine prochaine au sommet des dirigeants du G7. Ça va se tenir de lundi à mercredi prochain à Évian-les-Bains. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Encore merci d'être avec nous comme ça tous les matins. Vos équipes du matin, justement, vous attendent. Bonne journée. Deux balados sur des événements marquants. Scandale financier. Au début de l'année 2004, il y avait quand même des signaux d'alarme. L'histoire en personne. C'est au fond l'histoire du conservatisme qui se révèle. À écouter gratuitement sur Radio-Canada Audio.